Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints à ce webinaire de l'OMS, de son bureau régional, pour présenter le guide de communication des risques et de participation communautaire au traçage des cas contacts dans le cadre de la COVID-19 dans les Amériques. Au nom de toute l'équipe d'urgence sanitaire de l'OPS, nous vous souhaitons la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons entendre 3 exposés. Nous allons commencer avec celui de Damaris Castillo, consultante en communication des risques de l'OPS. On passera ensuite à l'exposé de Monica Posada, coordinatrice de l'Association des communautés et de la redevabilité de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Enfin, nous terminerons avec Karen Gonzalez, consultante en communication de l'OPS en Colombie. Je suis Tania Escamilla, je suis spécialiste en communication du département d'urgence sanitaire de l'OPS. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue et je donne la parole à Damaris Castillo, consultante en communication des risques de l'OPS, qui a contribué à l'élaboration de ce guide régional sur le traçage des cas contacts et la communication des risques dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Damaris, vous avez la parole. Merci, bonjour à toutes et tous. Je suis consultante en communication des risques. Je travaille depuis une vingtaine d'années dans la gestion des risques, dans l'action humanitaire. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'élaboration de ce guide qui est né de la situation d'urgence que nous connaissons depuis l'année dernière. Je vais partager mon écran. Dites-moi s'il vous plaît si vous voyez ma présentation. Nous la voyons. Ce guide sur la communication des risques et l'association des communautés au traçage des cas contacts dans le contexte de la pandémie de COVID-19 dans les Amériques est né du besoin en 2020 et en 2021 de travailler sur l'atténuation et la prévention de la COVID-19. Le traçage des cas contacts est essentiel au sein des communautés et des populations pour identifier la transmission et pour endiguer cette transmission et briser cette chaîne de cas contacts. L'objectif, c'était de renforcer le travail réalisé par le secteur de la santé en riposte à la pandémie de COVID-19, en leur fournissant des outils leur permettant de transmettre des informations, de sensibiliser et d'associer les populations au traçage des cas contacts. Pour ce faire, il fallait reconnaître la situation, avoir une perception objective de la situation et pour appeler à agir, appeler les populations à agir, car les populations sont au cœur de ces activités, c'est un acteur essentiel. C'est essentiel pour mener à bien les activités de traçage des cas contacts. Nous avons fondé notre travail sur 5 axes qui correspondent à 5 chapitres. Le premier, c'est celui dont on va parler aujourd'hui, les principes du traçage des cas contacts. Il s'agit d'un guide de définition qui permettent de savoir de quoi on parle. Qu'est-ce que le traçage des cas contacts? Ensuite, deuxième chapitre, qu'est-ce que la communication des risques? En quoi est-ce qu'elle consiste? Quelle est la fonction de cette communication des risques dans le traçage des cas contacts? Section 3, chapitre 3, quelles sont les campagnes, les messages, les activités qu'il faut déployer
en tenant en compte qu'il s'agit d'un cadre régional dans lequel chaque pays va tirer les éléments de ce guide dont il a le plus besoin en fonction de ses capacités, de ses conditions, de son contexte national. Quatrième et cinquième chapitre, on le verra demain. On entrera un peu plus dans le détail de ces deux chapitres. Passons donc au chapitre 1, les principes du traçage des cas contacts. Pour ce chapitre, nous avons pris ces éléments en considération. Nous avons pris en considération cette publication qui est un guide sur le traçage des cas contacts et qui comprend des définitions à jour récentes sur la transmission communautaire. C'est une publication de l'OMS. Le principal objectif de cette publication, c'est de fournir des orientations, des recommandations sur la mise en œuvre du traçage des cas contacts. Cette publication souligne l'importance du traçage des cas contacts. C'est ce que nous avons voulu faire également. Nous avons voulu souligner l'importance de ce traçage pour endiguer la transmission de la maladie, pour mettre en quarantaine les personnes qui sont infectées pour éviter qu'elles transmettent la maladie. Ce premier chapitre évoque également l'identification, la localisation des cas contacts. Nous ici soulignons également que dans chaque pays, il y aurait des bonnes pratiques, des recommandations spécifiques pour l'identification et l'isolement des cas. Ce chapitre aborde également l'environnement et la façon d'identifier les cas contacts au sein de cet environnement. Il y a des éléments dont il faut tenir compte pour identifier les cas contacts, par exemple en faisant des entretiens, en dressant une liste des cas contacts. Donc, en quoi consiste cet environnement? On fournit des graphiques qui permettent d'identifier le personnel, les acteurs de chacun des contextes. Il s'agit d'une étape essentielle pour mettre en œuvre ce traçage. On aborde également le comment. Comment procéder au traçage des cas contacts. La participation des populations, des communautés est essentielle du fait de la proximité physique, mais aussi sociale et des connaissances locales de ces populations. La participation des communautés, des populations est donc de la plus haute importance pour réussir à tracer les cas contacts. Ce chapitre fournit également plusieurs outils visant à encourager, à favoriser la participation des populations grâce à des stratégies de communication, de participation active, d'appel à l'action collective. On propose différents modes de communication. Il s'agit d'une liste non exhaustive. On fournit simplement des exemples plus communs pour identifier les cas contacts dans les populations. Par exemple, le téléphone, les visites à domicile, les messages téléphoniques, etc. Donc, dans ce premier chapitre, on évoque les principes de base du traçage et on explique comment identifier les cas contacts, comment les localiser
et comment mettre au point et utiliser des outils de traçage. C'était donc pour le chapitre 1. Dans le deuxième chapitre, comme je l'ai dit, on parle de la communication des risques. Une communication réciproque et multidirectionnelle permettant de prendre des décisions à partir d'informations préalables. Dans le chapitre 1, on donne des informations générales, on aborde le comment et ensuite la communication. Le chapitre 2 repose sur les bases évoquées dans le chapitre 1 afin de favoriser une meilleure prise de décision, non seulement pour se protéger soi-même, mais aussi pour protéger ses proches et son entourage. Ce chapitre repose sur une définition réciproque multidimensionnelle de la communication, c'est-à-dire avec différentes populations, mais également via différents vecteurs d'information, de communication, pour favoriser une meilleure prise de décision et pour une meilleure protection. D'autre part, on y souligne l'importance de collaborer avec la communauté en établissant un climat de confiance. On explique donc comment établir ce climat de confiance mutuelle et ensuite en sensibilisant les populations. La sensibilisation ici ne renvoie pas simplement à l'information, mais aussi à l'interprétation, à l'appropriation de ces informations, puis à l'action qui mène à l'action de la population à partir des informations fournies pour favoriser une participation active au traçage des cas contacts. On facilite ainsi l'identification des cas contacts et on endigue la propagation du virus. Ce chapitre aborde donc la communication, fournit une définition de la communication, souligne l'importance d'avoir une communication transparente, ouverte, favorable au dialogue. Un deuxième niveau, dans un deuxième temps, on évoque encore une fois des outils de communication des risques cette fois. Premièrement, les campagnes publiques, des campagnes fondées sur la confiance, sur des informations permettant de prendre les meilleures décisions possibles pour les populations. Ces campagnes sont couvertes de succès lorsque les citoyens sont bien informés. Si les citoyens, la population ne sont pas correctement informés, eh bien, la réaction ne sera pas aussi utile. Il faut donc un dialogue constructif et productif. Ces campagnes permettent de favoriser le climat de confiance, de sensibiliser la population pour favoriser le traçage des cas contacts depuis la population. Ici, nous sommes tous plus ou moins à plus divers degrés spécialistes en matière de communication et nous savons tous l'importance des stratégies de communication participative qui appellent à l'action et favorisent l'action collective. Ce chapitre est donc axé sur la communication des risques, l'association des communautés, des populations. Il aborde des points comme la langue des populations, leur culture, leur connaissance de la COVID-19. Et à partir de là, nous recommandons des différents types de campagnes, d'outils à utiliser pour générer une meilleure riposte face à la pandémie. Troisième
chapitre, à présent, il porte sur les campagnes de communication des risques visant à éduquer et sensibiliser le public au traçage des cas contacts. Ici, on a voulu un guide, mais aussi des outils pour que vous puissiez les adopter et les mettre en œuvre dans votre pays. Bien sûr, la langue et le contexte de chaque pays est différent, donc ils doivent y être adaptés. Ce chapitre aborde l'importance de utiliser des concepts de base, des informations, des recommandations, des analyses pour agir rapidement et ainsi briser la chaîne de transmission. Avant de fixer ces objectifs, il faut prendre en considération différents éléments. Il faut informer, éduquer, mais aussi éduquer le public sur les principes et l'importance du traçage des cas contacts. Il faut également lutter contre la stigmatisation. Vous savez que il y a eu de la stigmatisation liée à cette question dans différents pays. Et ensuite, il faut informer et pousser la population à chercher d'elle-même à s'informer. Il faut améliorer les connaissances de la population pour qu'elle suive les procédures, les protocoles, mais il faut également favoriser la confiance des citoyens dans les institutions qui travaillent au traçage des cas contacts. À partir de ces considérations, nous avons exposé la façon de procéder pour ensuite mener les campagnes appropriées. Ce guide vous fournit davantage de détails sur les points à tenir compte, dont il faut tenir compte dans les campagnes. Il faut appeler à l'action parce qu'on cherche à générer une réponse, une réaction de la part des communautés, des populations. Les pays l'ont vu, il y a de nombreux exemples de cela. Nous allons entendre parler de l'expérience de différents pays par la suite. Ici, nous encourageons à renforcer cet appel à l'action en vous donnant quelques conseils dans ce guide. Pour fixer ces objectifs, ces appels à l'action, nous formulons 3 questions pour vous aider. Il faut agir et sensibiliser à l'importance du traçage en favorisant un climat de confiance pour pousser à signaler un cas de COVID-19. Et ensuite, il faut également réduire la stigmatisation de la quarantaine pour cause de COVID-19. Ce sont les objectifs qu'il faut fixer pour mener des campagnes de communication des risques. Concernant la première question, qui porte sur l'éducation et la sensibilisation, eh bien, la réponse consiste à améliorer les connaissances des personnes, mieux gérer les connaissances, les partager, fournir des informations techniques de façon abordable aux populations, pour leur permettre de mieux comprendre comment fonctionne le traçage des cas contacts. Deuxième question, deuxième objectif des campagnes, établir un climat de confiance. Eh bien, la réponse, la solution consiste à faire en sorte que les personnes suivent les protocoles, les procédures de traçage des cas contacts. En établissant ce contact, cette communication avec les populations,
Donc, c'est cela qu'il faut faire, c'est établir un climat de confiance en diffusant des informations collectives. Troisièmement, troisième objectif, troisième question à poser pour mener une bonne campagne de communication, il faut réduire la stigmatisation et briser les idées reçues en promouvant la confiance des citoyens dans les processus de traçage des cas contacts. Il est donc essentiel de dissiper ces idées reçues. Le chapitre 3, ensuite, définit, cartographie, identifie ces publics. Car au sein d'une même population, il peut y avoir différents publics. C'est essentiel parce que le message, les différents messages en dépendent et la possibilité d'atteindre ces différents publics dépend de leur identification. On identifie par la suite les différentes plateformes, les différents moyens de communication à utiliser pour atteindre ces différents publics. Il peut s'agir des réseaux sociaux ou encore de chaînes de télévision, etc. Nous connaissons tout cela ici, nous sommes spécialistes en communication, mais dans ce guide, nous avons voulu donner ces pistes et ces conseils. Outre le public, le message, il faut tenir compte du contexte social des populations et identifier les différents obstacles à cet appel à l'action. C'est essentiel et ce chapitre parle du contexte socio-culturel des populations. Il faut identifier la situation économique de la population, les obstacles qui entravent la participation active de la population au traçage des cas contacts. Et pour terminer, sur les populations et les messages, il faut également identifier les personnalités influentes que l'on peut faire participer à cette communication. Concernant ensuite la conception des messages, je vais faire vite, il faut utiliser des phrases courtes, concrètes, bien construites et percutantes, un langage simple, un ton amical pour que l'on parvienne à toucher les communautés. Quatrième point de ce chapitre, je vous ai parlé des plateformes à utiliser en fonction des différents publics. Eh bien, ce quatrième point donne des conseils pour identifier les plateformes les plus appropriées en fonction des différents publics. On peut citer les réseaux sociaux qui sont parfois très efficaces. Ensuite, les sites Internet, les moyens de communication traditionnels et les personnalités influentes qui sont aujourd'hui des figures indispensables à une bonne communication. Les messages textos qui sont très utiles dans certains pays. La population, les habitants ont des téléphones portables qui ne sont pas toujours très modernes et donc les messages textos, les SMS, sont un moyen de communication fondamental. On cherche également à parler avec les acteurs clés qui ensuite pourront diffuser les informations que nous leur fournissons. Cinquième point, la création de contenu. On vous fournit un outil permettant d'identifier les audiences, les publics, les plateformes ou moyens de communication et ensuite les types de messages ou
la teneur des messages. Sixième point, pour l'élaboration, pour la conduction de campagne, eh bien, c'est l'évaluation des campagnes. C'est essentiel de mesurer les résultats obtenus par les campagnes de communication. D'autres aspects doivent être pris en compte pour que les campagnes aient une vaste portée. Premièrement, il faut mettre en place des éléments d'identification, à savoir le langage, le discours que l'on va employer pour diffuser les informations. Ensuite, le type d'information et l'utilisation de moyens de communication abordables, facilement accessibles. Sans oublier la diversité de l'Amérique latine. La question du genre est également essentielle. On aborde aussi dans ce chapitre la puissance de la campagne, donc des critères essentiels d'une bonne campagne, une campagne réussie, la puissance de la campagne, la pertinence de cette campagne pour la population et d'autres composantes encore, des composantes affectives, cognitives et de comportement, des stratégies qui sont utilisées en marketing et que l'on peut utiliser dans ces campagnes en faveur du traçage des cas contacts. C'est une vaste question. J'essayais d'être le plus concis possible. Je serais ravie de répondre à vos réponses et nous espérons que ce guide soit utile aux pays, qu'il leur permette de renforcer leur campagne afin de favoriser le traçage des cas contacts. Merci pour cet exposé. Vous trouverez le lien vers cette publication dans la boîte de dialogue. Damaris vient d'en présenter les 3 premiers chapitres. Demain, les chapitres 4, 5, 6 et les annexes seront présentés. On abordera les outils qui sont proposés pour vos stratégies de traçage des cas contacts. Vous trouverez donc ce lien dans la boîte de dialogue. Si les participants, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la section Q&A, questions et réponses, qui se trouve en bas au milieu, dans la partie inférieure de la plateforme Zoom. Avant de passer à l'exposé suivant, je vous rappelle que vous pouvez écouter ce webinaire dans la langue que vous souhaitez. L'interprétation est disponible en anglais, en espagnol et en portugais et en français. Nous passons donc au deuxième exposé d'aujourd'hui, réalisé par Monica Posada, coordinatrice de l'Association des communautés et de responsabilisation de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Merci Monica de nous avoir rejoints. Je vais projeter ta présentation. Merci beaucoup de votre invitation. Je suis Monica Posadas, coordinatrice Fédération des sociétés de la Croix-Rouge du Croissant-Rouge à Genève. Bien, pues Bon, Tania, si podemos poner la presentación en modo presentación.
para expandir. Je vous demande de passer cette présentation en mode présentation. Bueno, mientras tanto Bon, dans l'entretemps, je vais que ce guide que je présente ici est le fruit d'un effort collectif dirigé par l'OMS, mais en collaboration avec le réseau mondial de réponse d'alerte face aux flambées épidémiques. Il y a un groupe de travail qui se consacre à la participation communautaire et au traçage des contacts. Suivante, s'il vous plaît. Voici. L'objectif de ce guide, eh bien, la preuve est éloquente. Le traçage des contacts, aussi bien pour l'Ebola que la tuberculose ou d'autres maladies, dépend de la confiance au niveau de la communauté. Mais nous ne disposions pas de directive, d'un guide précis qui parlerait dans l'optique d'une coopération. Et après avoir examiné ce qui se passait au plan mondial, régional, local, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait présenter une série d'instructions simples qui pouvaient être adaptées, comme le disait déjà Damaris, adaptées au contexte afin que le traçage des contacts soit véritablement efficace. Nous avons donc mis au point cette série d'instructions utiles pour les planificateurs, aux autorités locales, au ministère de la Santé, aux entités gouvernementales, y compris bien évidemment aussi des ONG, des organisations communautaires, afin de pouvoir mettre en place ces stratégies de traçage des contacts. Nous pouvons, à partir de là, générer la confiance qui est indispensable si nous voulons freiner la contagion. Voici une série des principes présentés sous forme d'icônes, et c'est ce que nous appelons les principes fondamentaux, cruciaux, et qui présentent une liste des bases mêmes qui donnent lieu à une participation communautaire. Nombre de ces principes, bien sûr, j'imagine que vous les connaissez déjà, cela va de soi, la confiance par exemple, la communication bidirectionnelle, le retour du côté des communautés, l'utilisation qu'on en fait. Eh bien, tout cela fait partie des principes fondamentaux. Certains documents de base existaient déjà, nous les avons examinés après un travail minutieux. Nous avons donc analysé les textes existants afin de voir quelles étaient les défaillances, les écarts, etc. Ces principes sont good to have, mais peuvent paraître à première vue ne pas faire beaucoup de sens à moins de se replacer dans une série d'instructions. Créer la confiance, peut-être transformer en pour générer la confiance, il faudrait X, Y, Z. C'est cela le défi, mais c'est ce qui a également fait le succès
à savoir énumérer, entrer dans le détail de chacun de ces principes cruciaux. Bueno, debido a que esta evidencia demuestra que los factores el modelo socioecológico que Le modèle socio-écologique es una parte fundamental de est un élément fondamental de ce guide, car la preuve est que les facteurs sociaux, communautaires, les politiques, les tendances sociales ont une influence sur les mesures que l'on peut mettre en place en matière de maîtrise des épidémies. Et ceci nous a été identifié les barrières autant que les opportunités, les interdépendances cruciales entre les divers acteurs qui, en fin de compte, sont chargés de mettre en œuvre chacune de ces étapes. Donc, ce modèle nous aide à comprendre comment une personne chargée d'effectuer le traçage doit comprendre chacun des niveaux de la réponse et lui permet de mieux se préparer pour surmonter les résistances, les réticences et offrir des solutions. Ceci, je sais, est un peu difficile de lire. Ceci vous montre simplement le contenu de chacun des chapitres de ce guide. Le modèle écosocial, socio-écologique, plus détaillé au niveau de chacune des étapes, des acteurs principaux et des interrelations. Les groupes de travail ont étoffé ces principes et nous avons partagé des orientations pour la mise en place d'activités. Nous voyons ici la façon dont l'équipe peut travailler dans le cadre d'une participation de la communauté. Et bien sûr, je ne vais pas entrer dans le détail de chacune des étapes. Et vous recevrez cette présentation, ce qui vous permettra de lire chacun de ces éléments à tête reposée. Au fur et à mesure de la construction de ce guide, nous avons identifié les facteurs qui ont une influence. Et nous avons mis une liste d'indicateurs afin de mesurer l'impact de la participation de la communauté. En d'autres termes, ce à quoi nous aspirons, à savoir que toutes les personnes qui collaborent, qui sont chargées de mettre en œuvre les stratégies de traçage, doivent prendre en compte une focalisation communautaire et la participation de la communauté. Comment évaluer? Comment faire le suivi? Comment définir les indicateurs d'impact? Pour ce faire, nous avons mis en place des indicateurs clés qui correspondent à chacun des éléments dont nous parlions. Bien sûr, il ne s'agit que de suggestions, car il y a bien d'autres façons de faire les choses. Mais nous avons résumé ici les facteurs fondamentaux. Ce guide, cette série d'instructions que nous avons mis au point, souligne l'importance du suivi et de l'évaluation afin que les indicateurs, les faits recueillis permettent d'améliorer les diverses démarches que forment le traçage. À nouveau, ici, c'est un instantané des indicateurs qui ont été mis au point pour faire le suivi de l'évaluation de l'impact de ces diverses démarches. Une fois de plus, lorsque vous aurez l'occasion, n'hésitez pas à examiner ceci en détail afin de voir quels sont les indicateurs clés, comment les recueillir, comment les calculer, ainsi que leurs objectifs et la raison pour laquelle ils sont importants. Ces indicateurs sont alignés sur les prémices de base, également sur les modèles sociaux.
ce qui permet de voir que la participation de la communauté permet de favoriser et d'améliorer le traçage. Bien, esta diapositiva básicamente habla de que la herramienta también, Nous voyons ici que cet outil, esta herramienta, esta guía operacional de ce guide opérationnel, también proporciona una guía de recursos offre également une série de ressources bien elegida. Los recursos van desde la orientación y las et qui vont depuis les pratiques optimales y participación comunitaria hasta enlaces a jusqu'à des liens vers des formations d'entrenamiento que consideramos relevantes para qui, à notre avis, sont ser importantes utilizados por los implementadores de esta guía. et destinées surtout aux chargés de la mise en œuvre. También contamos en este paquete con, bueno, y no he podido tener la oportunidad de Je n'ai pas eu mostrarlo, pero l'occasion de vous le montrer dans cette présentation, mais c'est également lié à des études de cas de pays, de communautés qui ont déjà mis en œuvre ce guide au niveau de leur propre contexte social. Ce sont des études de cas qui sont présentées comme une narration fondée sur des faits et qui ont été très utiles. Et je vous donnerai les indications, le lien dans la boîte de chat. À titre de conclusion, certains des éléments qui sont à prendre en compte lorsque nous avons créé ces études de cas, nous sommes rendus compte qu'il est important de savoir comment l'inclusion de la participation communautaire dans le retraçage des contacts est une chose qui n'est pas encore donnée, une chose de fait complètement. Il faut continuer de plaider en faveur de la participation de la communauté. Mais il faut connaître aussi qu'il y a des preuves qui nous disent que ces démarches, ces instructions peuvent véritablement être appliquées, ce qui permet de faire le suivi et de maîtriser les impacts. Ceci vous indique comment examiner chacun de ces principes fondamentaux du traçage des contacts qui met la communauté au centre des activités vous permet d'aboutir à ces résultats. Bien, voilà donc ma présentation. Malheureusement, j'ai dû le faire très rapidement, mais cela va de soi, je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vous remercie. Merci, Monica. Eh bien, il semblerait que plusieurs participants m'ont dit que la boîte de questions-réponses n'apparaît pas dans leur système, mais peut-être que dans celle de chat, vous avez pu écrire vos questions. Et Monica, nous vous demandons de nous donner ce lien vers le guide qui comporte ces 11 éléments fondamentaux de la mise en place du traçage. Alors, si vous avez une question ou un commentaire à faire, vous pouvez aussi lever la main ou écrire votre question, votre commentaire dans la boîte de clavardage, dans la boîte de chat. Bien. Je ne vois aucune question, mais nous vous donnons de toute façon les informations, le lien vers ce guide de service collectif de communication des risques et participation communautaire.
Comme le disait Monica, hein, et c'est le fruit d'un effort commun entre l'OMS, la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, avec la participation de l'UNICEF, du GOAM, qui est le réseau mondial d'alerte des épidémies. C'est un guide très intéressant qui comporte 11 principes principaux et qui sont d'ailleurs repris dans le guide régional que nous vous présentons aujourd'hui. Et vous y trouverez toutes les informations nécessaires. S'il n'y a pas de questions, le commentaire. Nous allons maintenant passer à une petite pause de 5 minutes, ce qui vous permet d'aller prendre un verre d'eau ou de prendre un café. Ensuite, nous poursuivrons avec une présentation qui sera faite par Karen Gonzalez, consultant en communication de l'EPS Colombie, et qui nous parlera d'une campagne de communication pour le traçage des contacts. Bien, nous suspendons nos travaux pendant 5 minutes et nous revenons à 10h55. Merci. Continuamos en este webinar sobre comunicación de riesgos. Nous poursuivons ce webinaire sur la participation des risques et communication communautaire dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Et je vous rappelle qu'il y a des services d'interprétation qui sont disponibles. Si vous voulez faire un commentaire, écrivez votre commentaire ou votre question dans la boîte qui s'appelle chat. Et bien sûr, par la suite, nous reviendrons sur vos questions et commentaires. Nous allons maintenant entendre parler d'une expérience colombienne, une campagne de traçage de contacts qui est en cours de mise en œuvre. Et nous allons écouter Karen Gonzalez, consultant en communication de l'OPS en Colombie. Et Karen, je vous demande de présenter notre collègue Ingrid. Je préfère que tu la présentes car je n'ai pas son nom de famille sous les yeux. On ne vous entend pas, Karen. Votre micro est éteint. Bonjour à tous. Merci de cette invitation et de l'opportunité qui m'est faite de vous parler de cette campagne. C'est une présentation que je vais faire aux côtés du Dr Ingrid Garcia. Sa collaboration était tout à fait essentielle pour la mise en place de cette campagne. Elle a travaillé avec nous, avec les diverses instances, avec tous les participants à la campagne. Et aujourd'hui, nous vous présentons cette campagne de traçage de cas de contact de COVID-19. La suivante, s'il vous plaît. En Colombie, et depuis plusieurs années déjà, nous avons mis en place une campagne ou une stratégie de communication. Nous essayons que chacun des éléments de cette stratégie soit inclus dans toutes les campagnes que nous menons bien. Il s'agit de campagnes de communication qui visent à étayer les efforts de l'OPS-OMS afin de promouvoir la santé et le bien-vivre des habitants de la Colombie, afin de pouvoir atteindre les objectifs de santé universelle ainsi que les objectifs de développement durable. Ces éléments, ces piliers stratégiques sont au nombre de 3. Informer, former, mobiliser. Informer, bien évidemment, nous cherchons à offrir des informations de façon stratégique, à temps, cohérente, en utilisant les divers moyens de communication, des moyens locaux et internationaux. Et nous divulguons également les travaux qui sont menés à bien par l'OPS-OMS en Colombie, afin que tous les habitants du pays
et accès à une prise en charge de qualité en matière de santé afin qu'ils prennent aussi une meilleure décision en faveur de leur santé. Pour ce qui est de former, eh bien, nous construisons des stratégies de communication qui ont des contenus pédagogiques afin que tous les habitants connaissent l'information, la comprennent et prennent de bonnes décisions. Mobiliser, bien sûr. Nous mobilisons le personnel, tous les acteurs du système de protection sociale, les coopérants, les entités de l'État, le secteur privé, des organisations de la société civile et nos citoyens au sens large. Je vais donner maintenant la parole à Ingrid. Je vous remercie. Nous avons fait un travail commun au bureau de l'OPS pour parvenir à la mise au point de cette stratégie. Il comprend plusieurs phases dans le traçage des contacts. Nous avons mis l'accent sur 3 points principaux. Premièrement, la détection. Quand faut-il mener à bien ou faire un test de COVID? La population manifestait des craintes face à ces tests. Comment identifier les symptômes? Comment minimiser l'idée que je n'ai pas la COVID, j'ai une simple grippe? Comment faire la différence? Comment générer une réponse en cas de doute? Comment faire qu'une personne qui a eu un contact direct avec une personne qui souffre de la COVID, comment détecter dans ce cas-là de façon opportune les cas? Faire le suivi, retracer les cas, voir comment chacun des territoires auront leurs propres instructions, bien qu'il y ait bien sûr des instructions plus générales qui permettent de faire le traçage des cas suspects au niveau des soins de santé primaires, dans des lieux d'accueil s'il y a des cas suspects. Il est important qu'à l'échelle du pays, chacun connaisse la ligne hiérarchique qui permet d'établir le traçage, savoir quels sont les points de contact et afin de donner une réponse adéquate. Les populations doivent pouvoir identifier, connaître ces recommandations. Autre point fondamental dans les campagnes, c'est souligner l'importance du traçage, mais aussi, outre la détection, mettre en place une quarantaine, un isolement des cas contacts pendant 14 jours pour contrôler la suite des événements. Nous avons donc fixé cet objectif de communication qui cherche à motiver, persuader la population de l'importance du traçage des cas contacts pour endiguer la transmission de la pandémie et réduire la possibilité de risque de nouveaux pics de contagion. Nous avons donc commencé à travailler sur différents points qui correspondent à ces obstacles de communication. Nous avons travaillé sur le terrain, identifié les facteurs clés. D'abord, la préoccupation relative à l'usage des données, la crainte de voir ces informations confidentielles être divulguées. Ensuite, la vaccination, la couverture vaccinale s'est étendue et l'idée reçue selon laquelle il n'y aurait plus de contagion s'est également répandue. Ainsi, il a fallu convaincre la population que les mesures de distanciation sociale, le protocole sanitaire, les gestes barrières devaient être maintenus. La population ne croit pas entièrement également aux résultats des
du dépistage, ce qui génère une certaine confusion. Certains pensent que s'ils ont un résultat positif au dépistage, ils seront stigmatisés. Ensuite, la population n'a pas toujours toutes les garanties professionnelles ou la sécurité suffisante pour arrêter le travail en cas de quarantaine. Voici les principaux messages à transmettre pour interrompre la chaîne de transmission. D'abord, il faut rapidement obtenir un retour des personnes infectées. Ensuite, parler de l'isolement, de l'importance de la quarantaine. Il faut savoir également comment travailler dans les environnements où la transmission se fait au sein de la famille. Voir également pendant la saison des pluies, c'est le cas en ce moment en Colombie, les virus respiratoires circulent davantage et la population peut tendre à croire qu'elle n'a pas contracté la COVID, mais une autre maladie respiratoire. La circulation des nouvelles souches sont prises en compte par les gestes barrières et les mesures sanitaires. Et il faut également souligner que les nouveaux variants, le variant Delta, sont une source, un risque de contamination élevé. Autre message à transmettre, la population ne veut plus utiliser le masque parfois, mais il faut continuer à promouvoir son utilisation. Le vaccin suscite également un sentiment erroné selon lequel les risques de transmission sont devenus inexistants. Il faut expliquer à la population que le test PCR et le test antigénique sont idéaux pour détecter la présence du virus. Ensuite, le traçage des cas contacts ne cherche pas à mettre en péril, à compromettre la confidentialité des données. Et enfin, les employeurs doivent respecter les mesures d'isolement de 14 jours pour éviter que leurs employés n'infectent d'autres membres du personnel. Voici donc les principaux messages que nous avons essayé de transmettre. Ingrid vient de nous parler de la partie technique, des directives en matière de communication. Nous avons 3 piliers, comme nous vous l'avons dit. Pour le pilier information, nous avons mené différentes actions. Nous avons élaboré des fiches d'information sur le traçage des cas contacts. Nous les avons partagées sur Twitter, Facebook et nos autres comptes de réseaux sociaux. Twitter et Facebook sont les principaux réseaux sociaux utilisés dans le pays. Nous avons aussi utilisé WhatsApp. Nous avons partagé des informations avec des responsables de partis politiques, de populations autochtones, etc. Nous avons également élaboré des messages pour le milieu rural. Nous avons travaillé avec des radios communautaires pour organiser des émissions en direct. Les présentateurs, les personnalités de radio déjà connues qui font autorité dans leur zone
peuvent ainsi transmettre plus facilement ces messages. Les directeurs de radio communautaires nous ont contactés récemment pour nous dire que la campagne avait été très efficace, que les auditeurs avaient été très réceptifs à la campagne. Ça a été une grande surprise, mais une surprise très agréable pour nous. Pour le pilier formation, à présent, nous avons trouvé ce travail très intéressant. Nous promouvons différentes mesures de communication, dont une stratégie axée sur les dirigeants, les responsables communautaires. Nous avons rassemblé 80 jeunes et femmes d'une population autochtone pour aborder notamment le traçage des cas contacts. Nous avons élaboré un module de formation qui a été très apprécié de la population. Et aujourd'hui, ces jeunes, pendant 2 mois, vont à leur tour diffuser les connaissances qu'ils ont acquis pendant cette formation. Nous organisons plusieurs enquêtes pour nous rendre compte de l'efficacité de ces stratégies d'effet de levier dans le cas présent pour le traçage des cas contacts. Troisième pilier, la mobilisation. Nous avons travaillé avec un organisme sur une campagne qui va être lancée mercredi prochain. Il s'agit de No Contar Contagia et c'est le nom de la campagne. Cette campagne s'adresse à la population, au grand public, mais plus particulièrement chez les jeunes et les jeunes adultes, parce que ce sont eux qui ont le plus de contacts sociaux. On s'est concentré sur les villes moyennes et les grandes villes et les villes intermédiaires. Non pas sur le milieu rural, parce que dans ces zones, nous menons déjà le travail dont je vous ai parlé via la radio. Nos publics cibles ce sont celles où le plus grand nombre de contagions a été enregistré ou ont été enregistrés les pics. L'objectif est d'éviter que cela ne se reproduise en leur fournissant des informations qui peuvent sauver des vies. Nous les encourageons à utiliser les télécommunications pour signaler les cas de COVID-19. Nous avons procédé de la sorte auprès de chacun de nos publics cibles. Nous avons un outil très utile qui a joué un rôle fondamental dans l'éradication de la pandémie. Ça a été l'un des enseignements de notre campagne, ou l'un des points forts. Nous avons voulu présenter une métaphore de l'effet domino pour expliquer les conséquences néfastes d'un pic de contamination au sein de la population. Nous avons donc utilisé cette métaphore de l'effet domino. Si une personne est malade, les autres personnes autour sont malades. Autre enseignement ou point fort de la campagne a été de parler de la question du silence. Il faut briser le silence, il faut communiquer pour prévenir et contribuer à sauver des vies.
Notre campagne utilise des vidéos qui sont diffusées sur Internet. Nous avons également travaillé avec 2 stations de radio. Nous avons sélectionné une personnalité influente sur les réseaux sociaux. Ici, je vais vous montrer la vidéo de promotion de cette campagne. Je crois que le son ne fonctionne pas. Je vais essayer de régler ce problème. ¿No suena? Toujours pas de son? Non. No. Lamentablemente no suena. Tania, de pronto tú nos puedes ayudar desde allá a poner el video. Tania, est-ce que vous pourriez projeter la vidéo depuis votre ordinateur? Porque no me quedé en mi casa solo. Tenía que haberles contado. J'aurais dû leur dire. Et j'aurais dû utiliser un masque. Yo los quería contagiar de alegría, pero hice lo contrario. Je voulais leur transmettre ma joie, mais j'ai fait le contraire. Ne pas nous dire que vous avez eu contact, que vous êtes malade et que vous êtes entré en contact avec d'autres personnes peut avoir des conséquences. N'hésitez pas à nous contacter en utilisant le numéro de téléphone et surtout, n'entrez pas en contact avec d'autres personnes si vous êtes malade. Karen, est-ce que vous pourriez nous parler de la dynamique de cette vidéo qui n'a pas de sous-titres? Cette vidéo montre un jeune qui a une croix sur la bouche. Et ici, le symbole, c'est un symbole que nous voulions utiliser. Nous voulions utiliser cette métaphore de l'effet domino qui montre qu'une personne infectée peut en infecter d'autres. Et nous l'avons fait à travers de la monochromie. Cette personne apparaît en noir et blanc à mesure qu'il entre en contact avec d'autres personnes. Et les autres personnes avec qui il entre en contact deviennent elles aussi noires et blanches. Cette vidéo a une voix off où l'on entend la voix intérieure de la personne qui est en train d'infecter les autres personnes et sa mauvaise conscience.
En Colombie, malheureusement, dans de nombreuses régions, on n'utilise plus le masque. Donc, dans cette campagne, nous mettons l'accent sur l'importance d'utiliser le masque. Diapositive suivante. Dans les émissions radio, nous avons utilisé les ressources produites par les campagnes sur le traçage et les animateurs radio expliquaient le protocole à suivre, les mesures barrières à adopter en cas de symptômes de COVID-19. À l'approche de Noël, nous avons voulu renouveler notre campagne. Nous avons voulu nous adresser davantage aux jeunes. C'est pourquoi nous avons adopté le ton que vous avez pu voir, apprécier dans la vidéo, c'est-à-dire moins informatif, mais plus dans l'émotion. Diapositive suivante. Ici, vous voyez un peu le script ou l'idée de cette vidéo que je vous ai expliqué. Et ce sont donc les nouvelles ressources que nous sommes en train de mettre au point, que nous avons mis au point pour la campagne de Noël. On parle ici plutôt de promenades, des promenades en famille, parce que c'est la saison des fêtes qui va commencer. L'idée, c'est donc, comme je vous le disais, d'être moins informatif, d'axer moins les campagnes sur les informations que sur les émotions. Vous voyez ici le calendrier de la campagne. Après de longues négociations, nous avons commencé à travailler avec la station de radio la plus populaire en Colombie. Et nous allons diffuser notre message, notre annonce à plus de 1006 reprises. C'était notre objectif, mais compte tenu du coût, nous n'avions pas encore pu travailler avec cette station de radio. Mais cette campagne va nous permettre d'atteindre cet objectif. Nos annonces radio vont donc être diffusées un peu partout grâce à cette station de radio, dans les bus et dans d'autres espaces. Nous avons sélectionné Sofia Castro, qui est une personnalité influente sur les réseaux sociaux. Elle a 7,7 millions d'abonnés sur ces différents, ou plus de 20 millions en tout sur ces différents comptes de réseaux sociaux. C'est très important de toucher ces jeunes. Elle va promouvoir ses messages en décembre sur ses différents comptes. Elle nous racontait que pendant la première semaine du mois, l'audience est très élevée parce que le public est curieux de voir les nouveaux contenus de ces influenceurs. C'est pourquoi nous allons lancer cette nouvelle campagne pendant la première semaine de décembre. Enfin, en matière de contenu numérique, nous avons élaboré différentes ressources, des vidéos, des images des fonds d'écran. Sur Facebook à 11 h du matin, à 12 h et à 19 h, nous allons diffuser nos messages.
Nous aurons donc des images, des, des fonds d'écran, etc. Vous voyez ici les vignettes que nous avons élaborées. Vous voyez différentes phrases qui ont été utilisées tout au long de la campagne et nous revenons sur ces messages dans ces vignettes. On aura également ce type d'affiches avec des illustrations et du texte. Nous envoyons également ces images via WhatsApp. Elles parviennent à des communautés autochtones. Celle-ci, par exemple, nous l'enverrons dans l'une des zones les plus reculées du pays où nous menons notre campagne. On utilise également ce type d'affiches qui renforcent les messages dont je vous ai parlé, l'importance du vaccin, du masque et du traçage. Il s'agit donc de quelques messages que je voulais vous présenter. Vous voyez ici notre calendrier de publication des contenus sur les réseaux sociaux. Nous avons déjà prévu le programme du mois. Comme je vous le disais, mercredi prochain, nous allons lancer cette campagne. Il y aura un communiqué de presse. Et nous y aborderons le traçage des cas contacts de la COVID-19. Merci pour votre attention. Merci Karen, merci Ingrid pour cet exposé qui s'avère très utile à tous les participants. Avant de passer aux questions-réponses, je vais moi-même poser une question. Karen, vous avez dit que cette campagne, la partie axée sur le milieu urbain, était menée avec une agence de communication. Nous travaillons sur la communication et nous devons tenir compte des informations scientifiques, d'une base scientifique. Et parfois, c'est difficile de trouver ce compromis quand on travaille avec une agence de communication. Nous devons transmettre ce message de façon rigoureuse d'un point de vue technique. Quelle a été votre expérience de travail avec cette agence? Comment êtes-vous parvenu à ce compromis entre la rigueur scientifique et la communication avec un vaste public, en particulier avec le public plus jeune et plus urbain de l'une de vos campagnes? Oui, bien sûr, merci pour cette question. Ça a été une grande réussite pour nous de travailler avec une agence de publicité. D'emblée, nous avons fait participer Ingrid et son équipe en matière d'information technique. Nous avons donc commencé par organiser des réunions avec Ingrid et avec son équipe. Et elles ont formé les membres de l'agence de publicité qui allaient travailler avec nous. La directrice de l'agence, les personnes chargées de concevoir la vidéo et d'autres produits ont participé à ces premières réunions de formation. Il y en a eu plusieurs. Nous sommes réunis pendant 2-3 heures. Pendant ces réunions, nous nous sommes assurés de la compréhension technique de cette agence parce que c'était vraiment très important à nos yeux. Ensuite, l'agence a fait une
a soumis une première proposition de stratégie. Et ce processus de révision, de formation s'est répété à plusieurs reprises. Je tiens donc à remercier Ingrid qui a appuyé cette campagne, qui a joué un véritable rôle de communication. Et nous avons vu que c'était essentiel d'avoir une spécialiste technique qui participe à cette campagne de communication. Sa participation était très utile pour atteindre les objectifs que nous avions fixés. Il faut donc consacrer le temps nécessaire et Ingrid a participé à ces formations, elle les a dispensées avec tout son cœur. Il faut s'adresser à tous les membres de l'agence qui travaillent avec nous et s'assurer qu'ils comprennent bien tous nos critères, le calendrier que nous devons respecter. Il voulait aller le plus vite possible, mais Ingrid a vraiment tenu à prendre le temps nécessaire pour s'assurer que tout était bien compris. Et c'est ça qui a fait toute la différence, qui nous a permis de couronner cette campagne de succès. Oui, tu nous as très bien expliqué tout cela. La conclusion, c'est que c'est un travail d'ensemble, de groupe qui implique toutes les personnes qui participent et qui doivent comprendre comment faire passer le message, tenant compte, cela va de soi, de la réalité du pays. Merci Ingrid, merci Karen. Bien, maintenant, nous allons voir s'il y a des questions au niveau du public. Vous pouvez les poser dans le chat ou bien lever la main si vous le souhaitez. Ou aussi dans la boîte questions-réponses. J'ai une question et on nous demande que faut-il faire pour continuer à former les communautés urbaines et rurales à faire face aux défis que pose le département. J'imagine qu'elle veut parler des réalités régionales ou locales qui existent dans un pays. En Colombie, il y a une énorme diversité à l'échelle de tout le pays. Une différence entre zone rurale, zone urbaine, et puis aussi le fait qu'il y a des cultures diverses au sein du pays. Comment l'avez-vous pris en compte? Comment avez-vous abordé les populations plus rurales? Qu'avez-vous fait de la composante technique en particulier dans ce cas-là? Comment peut-on, en un mot, continuer de diversifier les contenus? Bien, comme je vous disais, en Colombie, il y a une stratégie de communication générale et puis plusieurs campagnes. Et nous avons travaillé au niveau de chacune de ces campagnes. Nous allons d'ailleurs lancer une campagne niveau intermédiaire. Et là, nous allons travailler avec les autochtones. Nous avons fait un travail approfondi dans 4 départements avec plusieurs communautés autochtones. Nous avons construit des passerelles de communication avec les autorités autochtones, les autorités de ces localités et avec les jeunes qui souhaitent devenir des communicants. Nous avons mis en place d'autres actions également dans le département du Chocó et où nous allons également offrir des formations et nous allons recourir à des modalités artistiques et musicales
Il nous est très difficile, comme vous le savez, d'entrer dans les lieux les plus éloignés, les plus profonds du Choco, comme vous le savez. Donc, nous allons créer un concours musical. Nous remettons les messages aux participants de ce concours afin qu'ils puissent, eux, transmettre ces messages. Un des messages, c'est celui de traçage de cas. Cela permettrait d'atteindre ces populations très éloignées et souvent isolées. Notre représentant nous a demandé également de mettre au point une campagne destinée plus précisément aux populations d'ascendance africaine, encore plus complexe que ce que l'on fait avec les autochtones. Et là, il faut encore, je dois encore développer toute la campagne pour les populations afro. Laissez-moi d'ajouter une chose qui me semble importante. Nous devons également prendre en compte de l'intégration entre le message envoyé aux communautés et les institutions qui sont responsables des réponses. Nous devons donc mesurer l'impact local, certes, pouvoir faire le suivi des indicateurs, les réponses qu'on obtient de la communauté, afin d'améliorer les indicateurs de traçage et de suivi. Le pays dispose déjà de certains outils, mais grâce à ce genre de campagne, nous pourrons améliorer la mesure des résultats. Je vous remercie. Nous avons aussi eu un commentaire du Mexique, Luz Alerta, qui nous dit un défi important que nous avons, c'est le cas de tous, je crois, et la mesure des résultats. Au-delà du nombre de spots qui sont transmis, comment avons-nous une véritable influence, si tant est qu'il y en ait une, sur le changement de comportement au niveau préventif? Avez-vous envisagé une stratégie qui permettrait de mesurer et d'évaluer? Rien de précis, mais nous l'avons prévu pour la prochaine campagne. Nous allons faire une enquête, un sondage. Et j'aimerais entrer ici dans le détail. Pour ce qui est de la stratégie de communication avec les populations autochtones, sont des communautés autonomes, mais qui veulent participer. Et ce qu'on a exigé du gouvernement de la Colombie, c'est qu'il fallait donner l'information à ces communautés afin qu'elles-mêmes puissent prendre les meilleures décisions, à savoir si elles souhaitaient ou non participer. C'est à ce niveau-là que l'OPS a collaboré avec le gouvernement de la Colombie, avec les entités territoriales afin de donner des informations. Il va de soi que ces communautés ne peuvent être écartées de la couverture vaccinale. Je peux faire tout mon travail, bien évidemment, mais si le vaccin n'arrive pas au moment adéquat, ou si j'ai des effets secondaires adverses, les populations sans aucun doute vont prendre la décision de ne pas participer. Donc, nous devons absolument pouvoir mesurer ce que nous faisons. Avions-nous pris la décision correcte? Le message est-il correct? Quel est le comportement des populations? Ce sont là des questions essentielles et nous allons mener à bien une enquête, un sondage que nous avons mis au point avec les jeunes que nous avons formés. Ce que dit la théorie dans ce genre d'enquête qui vise des panels, des groupes, il faut demander aux individus une série de questions précises. Donc, former des groupes de population composés 3-3-3, 3 de chaque communauté. Et une fois terminée la stratégie, je pourrai leur faire la mesure des résultats
de la stratégie. Il faut savoir si les populations sont destinées acceptent d'être vaccinées, si elles l'ont déjà été ou non, savoir quel est le degré de fiabilité, de confiance. Par exemple, pensez-vous que dans un an, vous serez vacciné? Serez-vous vacciné vous-même et votre famille dans un an? Qu'en serait-il si vous-même et votre conjoint décident de ne pas se faire vacciner? Pour quelles raisons, etc. C'est là le genre de questions que l'on pose à ces groupes, à ces panels, et qui permet de dégager une meilleure idée, une idée plus précise, et mesurer s'il y a eu un changement plus précis de comportement. Merci Karen. Notre collègue d'OPS pose une autre question. Pouvez-vous nous dire comment vous avez mis en place cette campagne qui va d'ailleurs à peine commencer, mais comment êtes-vous parvenu à impliquer, par exemple, des groupes religieux des églises dans vos campagnes? Dans le cadre de nos stratégies, nous avons constaté qu'une grande partie de la population colombienne, surtout dans les zones les plus éloignées du pays, les seuls moyens de communication, c'est WhatsApp et Facebook. Les autres réseaux sociaux ne fonctionnent pas. L'Internet ne fonctionne pas. La radio pose problème également. Pourquoi les radios ne fonctionnent-elles pas? Dans certaines zones les plus éloignées, malheureusement, les gens n'ont pas d'argent et simplement n'achètent pas les piles pour faire fonctionner leur radio. Ils sont très éloignés ou sont au champ, ils n'écoutent pas la radio tout simplement. Lorsque tombe la nuit, les personnes doivent se connecter à l'électricité et se tournent vers la télévision. Donc, la seule façon d'arriver à toucher ces communautés les plus éloignées, c'est la télévision. WhatsApp et Facebook, qui sont des outils gratuits, permettent et arrivent partout. Bien sûr, il faut qu'il y ait une connexion au téléphone portable. Par WhatsApp, si on envoie un message court, des vidéos très courtes, ce que font les gens, eh bien, ils les examinent au matin suivant. Et donc, c'est une stratégie qui est tout à fait essentielle pour toucher ces communautés très éloignées, isolées. Cela permet aussi de générer la confiance. J'envoie le message à des gens que je connais déjà au sein du groupe et ces personnes alors le renvoient. Et les gens ont sans doute beaucoup plus de confiance vis-à-vis de ce message que vis-à-vis de ce que dit un membre de la famille, plutôt que un réseau social auquel ils n'ont qu'un accès très difficile et intermittent. Donc, c'est là un moyen de communication. Nous formons des groupes par territoire avec, nous demandons quel est leur numéro de téléphone, bien sûr, avec l'autorisation de ces personnes, c'est évident. On a formé ainsi 10, 15 groupes, mais c'était efficace. Par exemple, pour notifier, pour répondre à des questions, pour partager des informations. Si nous lançons cette campagne, nous savons qu'il faut renforcer le message, répéter, répéter, répéter et continuer de transmettre les informations. Donc, de façon constante, une fois par semaine au minimum. Nous envoyons un message par ce média. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe et ça a des effets positifs auprès de ces populations qui commencent à poser des questions, bien sûr, et c'est une bonne occasion pour nous pour préciser, pour donner des éclaircissements. Merci, Karen. Une question du El Salvador.
Vous avez parlé de l'évaluation, la façon d'évaluer la campagne au niveau communautaire. Mais réseaux sociaux, comment savoir quelle est l'efficacité des campagnes? Quelles mesures, quel type de mesures envoyez-vous? J'imagine qu'on veut parler de l'aspect numérique. Sur Facebook, par exemple, le nombre de likes, de personnes qui suivent est plus facile de connaître. Mais quel est donc le système de mesure que vous utilisez pour mieux savoir quelle est votre pénétration? Karen, on ne t'entend pas. Si ustedes se dieron cuenta, Facebook recientemente cambió toda la Facebook metodología récemment a de changé medir toute sa méthode de mesure. muy fuerte con la nueva metodología. Et la nouvelle méthode De a eu un impact una très porción de fort. casi 22 millones de personas Nous avons une portée d'à peu près 22 millions de personnes mensuelles et qui a chuté à 1,5 million. el nuevo algoritmo. Et nous continuons d'examiner le nouveau l'algorithme qui a eu pour nous d'énormes répercussions. Con mucho juicio, dónde estaban los horarios y los días con mayor Les horaires, les jours, les opportunités de communication doivent être étudiés à nouveau pour pouvoir travailler et faire passer notre campagne. Donc, nous devons refaire toute l'analyse de ce changement. La perception à l'heure actuelle, par exemple, enfin, et personne ne sait exactement ce qui se passe en réalité, mais toute la façon de mesurer a dû changer. Si nous faisons les choses en différé, ça n'aura bien évidemment pas le même impact. Nous avons dû renforcer l'envoi de messages supplémentaires sur notre compte. Nous devons mieux partager l'information. Nous devons pouvoir répondre à l'usager. Et Facebook, aujourd'hui, c'est devenu plus difficile de partager l'algorithme et nous devons donc réétudier pour répondre aux questions. Nous essayons d'examiner cette situation et nous suivons de près les statistiques pour savoir ce qui se passe véritablement. Nous examinons le full suite afin de savoir quel est l'impact en Colombie. Et si je pouvais prendre une décision, j'aimerais avoir d'autres réseaux, par exemple TikTok a une énorme pénétration et malheureusement, nous ne pouvons pas utiliser Instagram en Colombie, nous ne l'avons pas, mais nous pouvons recourir à des influenceurs très importants pour la Colombie. Et bien que je ne dispose pas du réseau colombien, je ne pourrais pas le faire, mais dans le cadre de la campagne de traçage, j'ai quand même des possibilités en recourant aux influenceurs et sur Instagram. Autre chose importante, c'est la question de la connectivité, l'utilisation de l'immobilier dans le pays. Les dernières données disent qu'il y a plus de 67 000 lignes mobiles qui ont été déclarées. Donc 1,3 mobile par habitant en Colombie, ce qui vous montre l'accès auprès de ces collectivités, même dans les endroits les plus reculés. Ce sont donc des concepts et des chiffres importants. En effet, dans les Amériques, c'est une des régions où il y a le plus de pénétration de smartphones au monde. Et je vous encourage à réviser, comme disait Ingrid, le nombre de téléphones par habitant, mais aussi les plans prévus par les fournisseurs qui font payer moins d'1 $ pour obtenir WhatsApp et Facebook illimité à chaque recharge. Donc, cela donne une énorme pénétration des réseaux sociaux.
On pense parfois que les gens dans les lieux très éloignés, dans les zones rurales, n'auront pas suffisamment d'argent pour recharger leur mobile, mais les fournisseurs offrent pas mal de ressources. Et quelqu'un qui n'a pas de plan peut recourir à un système de paiement préalable à des tarifs vraiment très faibles et qui offre des contacts illimités, quel que soit le type de recharge des mobiles. C'est une chose qu'il faut analyser dans chacun de nos pays et au niveau sous-national, c'est extrêmement important. Deux autres questions très importantes. On nous demande si des représentants d'églises ou des représentants religieux ont été impliqués dans ces campagnes de promotion. Et on nous demande également au niveau communautaire, qui sont les dirigeants, les leaders qui vont aider à transmettre le message au niveau des communautés? Non, nous n'avons pas travaillé avec des dirigeants religieux ou des groupes religieux, mais nous savons par contre qu'ils auraient un impact important. Une église évangélique, par exemple, dans la région de l'Amazone, qui est en contact avec les autochtones et qui ça génère un énorme impact sur les populations au niveau de la vaccination. Mais nous n'avons pas travaillé directement avec les églises. Autre question, je ne me rappelle pas. Qui sont les leaders qui vont vous aider au niveau des communautés? Qui sont ceux qui vont vous aider à divulguer, à disséminer les campagnes? Nous avons lancé 3 ateliers de communication des risques depuis le début de la pandémie. Dans une première phase, nous avons travaillé avec des journalistes et des communicateurs des entités de santé des divers départements. Un deuxième phase, nous avons toujours recouru à ces mêmes personnes, mais aussi nous avons eu recours aux promoteurs de santé, qui sont le premier contact avec lequel des individus ont contact avant de se rendre à l'hôpital. Dans le troisième cycle, nous avons fait de la communication de risque auprès des populations autochtones. Nous avons pris contact avec les autorités autochtones, avec des organisations légales, bien sûr, et qui travaillent avec le ministère de l'Intérieur, reconnu par ce ministère. Et donc, c'est à ce niveau-là que je travaille avec les autorités autochtones, avec les leaders traditionnels, ce qui est très important. Nous avons travaillé dans une optique de santé interculturelle et nous avons organisé également des conversations avec des leaders traditionnels, extrêmement importants. Ça nous a permis de générer la confiance vis-à-vis du travail de vaccination, par exemple. Et nous avons également lancé des campagnes pour la population migrante, très nombreuse en Colombie et qui a des besoins particuliers. Donc, nous avons travaillé avec les responsables de santé et avec les leaders, avec les organisateurs de base de ces populations migrantes. Et c'est avec elles que nous avons travaillé. Et ce sont ces organisations de base qui ont répandu le message. Nous avons donc innové et nous avons essayé d'arriver au cœur même. Nous ne travaillons pas seulement avec les dirigeants, mais avec les jeunes, nous travaillons à la base véritablement. Merci Karen. Une autre question. Un collègue de l'OPS qui travaille en communication au Guatemala et qui nous parle de TikTok. Peut-on l'inclure comme une plateforme pour un public particulier?
Au plan régional, je vous dirais ce qu'on fait au bureau régional. Pour le moment, il n'y a pas TikTok. Nous savons que TikTok a de plus en plus d'influence sur les populations jeunes en particulier. Cela dépend de la région. Donc, on pourrait avoir une conversation entre nous pour voir ce qui passe, les possibilités au niveau de TikTok. Mais Karen, avez-vous travaillé avec TikTok? Nous n'avons pas TikTok à notre siège, donc nous ne pouvons pas le faire. Mais c'est un réseau que j'aimerais utiliser, car c'est là que se présente l'information. C'est là que l'on trouve les jeunes adultes, qui sont ceux qui, en dernier ressort, prennent les décisions à l'heure actuelle et qui le feront à l'avenir. Donc, il serait bon d'utiliser TikTok. Il y a de plus en plus d'entités gouvernementales, d'entités locales en Colombie qui essayent d'avoir accès au réseau. Il y a aussi pas mal de défis car on veut utiliser ces divers réseaux et TikTok devrait conserver le ton de l'organisation, mais à un moment ou l'autre, peut-être que notre direction pensera que c'est important et l'utilisera. Nous avons une forte présence sur Facebook, mais sur Facebook, on retrouve aussi les gens qui utilisent TikTok. Donc, je crois qu'il faut voir où se situe le public que nous voulons atteindre. Et TikTok n'arrête pas de grandir au quotidien. Donc, à un moment ou l'autre, il faudra y recourir. Autre question, un collègue de l'OPS, Lourdes Ramirez, qui nous demande si pour engager l'influenceuse, vous avez fait toutes les vérifications légales pour être sûr, par exemple, que cette personne n'a pas fait d'annonce liée à l'alcool ou au tabac ou à d'autres choses interdites par l'OPS et que l'OPS ne peut pas promouvoir. Oui, nous avons fait toutes les vérifications. Et une chose très importante pour nous, et c'est que nous fassions, nous communicants, que nous fassions ces vérifications. Je fais mes propres recherches pour savoir qui est l'influenceur. C'est une responsabilité qui nous appartient. Bien sûr, il faut recevoir l'aval des instances, mais je crois que c'est à nous qu'il appartient de faire l'effort supplémentaire pour vérifier que l'influenceur fonctionne réellement dans l'optique que nous voulons. Donc, j'ai examiné, j'ai fait les recherches sur tous les candidats qui sont présentés. Et c'est là ma recommandation. Révisez vous-même d'abord, faites les recherches vous-même. Vérifiez qu'il s'agit bien de la personne qui représentera la campagne, qu'il n'y a aucune entrave, aucune contrainte juridique, etc. Merci Karen. Du Mexique, Arthur Zaragoza nous demande est-ce que la campagne a pris en compte les fêtes de fin d'année? Oui. Notre campagne est axée sur les fêtes de fin d'année. Je n'ai pas fait de façon littérale. Ce que nous avons vu en Colombie, par exemple, c'est que vous savez que les fêtes de fin d'année sont extrêmement populaires en Colombie. Notre culture est telle que nous aimons les fêtes, la fête. Et donc, c'est important. Et il faut prendre en compte les habitudes. Et comme nous allons lancer la campagne en décembre, le ton prend en compte ces fêtes de fin d'année. Ici, eh bien, comme nous arrivons à la fin de notre première réunion,
Nous allons ici, je tiens à vous dire aussi que nous allons nous aussi lancer une campagne et pour insister sur les mesures de prévention à l'occasion des célébrations des fêtes de fin d'année. Ce sera le moment de rencontre à nouveau de bien des familles qui ne se sont pas vues depuis longtemps. Et donc, dans ce contexte, nous allons divulguer une campagne numérisée sur les divers médias numérisés et qui comporteront des messages de santé publique et de prévention. Et pour terminer, un commentaire de Gail Thomas sur WhatsApp. Même dans les zones rurales et parmi les populations les plus pauvres, le message sur WhatsApp reste très accessible. Les gens qui n'ont pas de compte, qui n'ont pas de plan d'abonnement peuvent acheter des cartes de 5 $, 10 $ pour communiquer. La lutte contre la désinformation, contre l'infox se retrouve essentiellement sur WhatsApp. Et dernière question. En Colombie, les programmes de radio sont-ils populaires? Là où il y a des entrevues, des groupes, pas tellement les programmes musicaux, mais est-ce que vous faites le suivi de ce qui se passe à la radio? Hay columnistas como Hora 20, este tipo Il de y a des émissions d'actualité qui sont importantes où participent des personnalités éminentes et influentes en Colombie. À cet égard, c'est important de passer par ce type d'outils à la radio. Nous travaillons avec ces bulletins d'information pour avoir une présence à la radio le matin, à midi ou le soir. On essaye donc d'avoir une présence dans ces espaces parce que la publicité est très chère. C'est une question ici de budget qui a son importance dans cette campagne. Les leaders d'opinion, les journalistes, les personnalités politiques participent à ces bulletins d'information. Et n'oubliez pas que nous sommes en période préélectorale. On cherche donc à se concentrer sur ces émissions de radio qui ont un impact élevé. Malheureusement, la pandémie fait partie des priorités publiques. Elle est partout. À présent, c'est à nous de transmettre ces informations. C'est à nous de remettre ce sujet parmi l'actualité parce que ce sont les élections qui ont pris le dessus. Mais il est de plus en plus difficile d'entrer dans ces programmes, ces émissions d'actualité. Mais il faut faire tout notre possible pour y être présent et pour transmettre nos messages. Merci Karen, merci Ingrid d'avoir consacré votre temps à ce webinaire aujourd'hui. Merci à tous les participants qui nous ont rejoints et qui ont posé des questions. Nous vous invitons à nous retrouver demain pour la deuxième journée consacrée à la publication de ce guide. Demain, on parlera des chapitres 4 et 5 qui contiennent des outils qui peuvent être appliqués dans vos pays. Sandra Mayo et le bureau de l'OPF en Bolivie vont nous parler de leur expérience en matière de communication. Merci à toutes et à tous. On vous enverra toutes les ressources qui ont été évoquées ici, notamment
les outils, le guide, les présentations. Vous trouverez le lien sur la page de l'OPS. Bon après-midi à tous et à demain. Gracias.